Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue pour cette conférence pas pressée de jeudi, le deuxième jour de la thématique Fou à délier. Donc, on va vous présenter un peu la programmation de cette journée. Bon, il y a déjà le film Alcool, drogue, médicaments et rock'n'roll qui est en train d'être projeté. Ensuite, on a un certain nombre de films qui vont se dérouler dans la journée. Waouh, sexy. Comme si tu étais en roller, tu fais des croisés en pensant bien. Là, t'as pas de roller, mais on va juste faire des suspensions. Des petits sauts juste comme ça, sans place. Ouais, on pourrait te déplacer comme ça maintenant dans la ville. Par rapport à différents projets qui font effectivement des grands écarts entre pour les tout petits et les rockers chevronnés. Il y a aussi le fait de s'être retrouvé à pu être capable de rien faire du tout, et c'est vrai que dans l'action je me réalise beaucoup mieux, quoi. Moi, quand je faisais un peu n'importe quoi avec les médocs, je les prenais quand ça allait pas, et quand ça allait mieux, je les arrêtais, je refaisais des crises, et plus les crises étaient fortes, et plus leur fréquence augmentait, et plus leur force augmentait. Et une fois que j'ai réussi à prendre le pli de me dire, les médocs, je les prends, voilà, pas du tout envie de vivre à l'hôpital H24 toute ma vie. Une grosse prise de conscience quand je me suis réveillé la première fois dans ma chambre d'hôpital, que j'ai regardé la vue. Je la connais, cette vue-là, j'étais jamais venu là, mais je la connais, je savais très bien que j'étais à Pierre-Janet. Je me suis dit, oup, là on va faire exactement comme il dit le médecin, quoi. Mais voilà, quoi, c'est encore très obscur, quoi. On sait pas vraiment grand-chose sur cette maladie-là. Par contre, moi, je sais que j'en suis atteint, quoi. Et c'est réel, quoi. Et c'est ça, la maladie mentale, voilà, c'est pas un fauteuil roulant, c'est pas un truc... je dis pas que c'est pas relou d'être en fauteuil roulant, je dis que c'est un handicap aussi d'avoir cette maladie-là, et c'est... Et voilà, et les écolos-fachos qui croient que si je bouffe du colza ou de la graine de pavot, ça va aller mieux. Voilà, je souhaite un jour pouvoir les voir en fauteuil roulant, les jeter dans le caniveau et de leur dire « Vas-y, maintenant on va faire tes courses, quoi ». En petite salle, on va faire le débat sur la thématique, donc délit de folie, parce on cherche toujours à faire des jeux de mots, je pense ça. Et donc on va essayer d'aborder le problématique de la santé mentale, entre autres, et de les politiques de santé qui sont menées aujourd'hui, et les attaques qu'il y a autour contre les formes de soins de type psychiatrie institutionnelle. Et donc on a Mathieu Bellassem qui est invité, et Marc Salvetta. Est-ce que tu peux nous dire, toi, tu as écrit donc La santé mentale vers un bonheur sous contrôle, et tu as un rapport plutôt critique vers les politiques de santé publique aujourd'hui. Déjà, il faut dire que moi je suis psychiatre, et je suis responsable d'un pôle de psychiatrie publique en banlieue parisienne pour adultes. Donc moi je suis la juge des libertés et de la détention, et je suis chargée aujourd'hui de vérifier la procédure vous concernant. La procédure s'est passée au tribunal, je suis jamais passé au tribunal. Non, vous ne passez pas au tribunal, non, mais vous faites l'objet d'une procédure d'hospitalisation sous contrainte. Ici? Ça s'appelle comme ça.
Autour de moi, il y avait 12 personnes, 12. Il faut de nombreuses personnes Oui, non, pour mais, imposer la contention à quelqu'un. 12 personnes autour de moi pour m'attacher. En 2 minutes, j'avais plus de montre, plus rien. Ça, c'était très violent. Mais le docteur ne peut pas faire tout. Il y a moi aussi. Certes. Il y a moi, il y a mon ordre aussi. C'est moi qui dois obéir. Je ne suis pas sûre que la loi me demande de décider si vous pouvez vous suicider ou pas, parce que c'est pas mon rôle. Hein. Donc je vous dirais bien que dans mon parti politique, moi, je vais supprimer les psychiatres. Je suis fou, j'ai la folie d'un être humain. Moi j'ai pas vu 12 jours parce que ça vient après le film 12 jours. Donc c'est un peu ma pratique quotidienne, là, ces histoires d'hospitalisation sous contrainte et comment dans des lieux contraints. Alors nous c'est pas des lits de folie mais c'est la folie des lits. Parce qu'on n'a pas beaucoup de lits limités d'hospitalisation là où je travaille. Par exemple là encore ce matin, je suis au courant, je suis connecté. On a 33 lits mais il y a 38 patients. Voilà. Donc c'est ça un peu le quotidien des institutions publiques en ce moment. La question c'est comment dans ce quotidien on essaye de créer quand même des émergences vivantes qui soutiennent la subjectivité des gens qui sont là. Alors ça, on peut dire, et comment on pense politiquement au fond la clinique, c'est-à-dire les gens qui sont amenés à venir nous voir, comment on leur pose la simple question, mais qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Parce que bon, tous les délires autour génétique et compagnie, etc., ça fait souvent l'impasse sur, au fond, le processus qui se passe pour la personne et qu'est-ce qui dans sa vie fait que elle va pas bien quoi. Bon, et ça c'est la première question à poser, question qui se pose de moins en moins. Du coup il faut que nous dans les institutions on crée des dispositifs pour que ce genre de questions puisse émerger et que ça soit pas juste des problèmes de comportement ou des problèmes de médoc. Bon. Una de cada 4 personas o una de cada 3 personas que ustedes ven probablemente tengan problemas de salud mental. Amigos, colegas, profesores, estamos aquí gracias a Sanofi Internacional y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social. Les grandes compagnies pharmaceutiques sont des multinationales. Cette industrie, elle n'a qu'un seul but, c'est de générer du profit pour les actionnaires. Al malestar de vivir se le pone ahora categoría de enfermedad mental. No nos preguntamos si ese malestar de vivir está totalmente justificado. No cuestionamos la sociedad. Toi, tu vas intervenir à la projection de Au jour le jour, à la nuit. Toi, tu as étudié un peu le rapport du cinéma dans les institutions psychiatriques. En fait, j'ai passé un master il y a quelques années sur la psycho. En fait, voilà, j'étais en études de cinéma et j'avais très envie de travailler sur la psychothérapie institutionnelle. Et donc j'ai trouvé un lien et j'ai travaillé beaucoup à la Borde sur le cinéma en psychothérapie institutionnelle. Et ça me suit toujours et maintenant je suis en école d'éduc. J'ai complètement changé et je trouve ça toujours aussi passionnant et puis ça me permet d'être invité. C'est un film que je trouve très beau parce que il s'intéresse pas à la théorie mais beaucoup plus à la pratique du quotidien et les petites choses qui font la clinique, enfin ce qui fait que voilà, c'est un film sur les travailleurs du quotidien, on va dire. C'est sur les moniteurs et pas les psychiatres. La vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est la chose la plus difficile qui soit à maintenir. 19h45, 20h30, vaisselle à la plonge. Ah, bientôt. Si, bien. Denise, on vous dérange pas trop? Ah, moi, on me dérange, alors tout le monde se dérange.
la vie quotidienne, c'est ce qui permet qu'il y ait un tas de trucs, des initiatives, de l'inattendu, et puis des relations qui se créent. Ça commence. Qu'y a-t-il dans ses poches? C'est confidentiel, marraine. Puis-je vous parler à l'oreille? Comment rentrer en contact avec une personne, ça va pas comme ça, pas d'emblée, ça va pas de soi. Et c'est trouver, voilà, des petits ports d'entrée à travers ces gestes-là. Ce film, Au jour le jour et à la nuit, qui était un documentaire. La seule chose que je voudrais vous dire, c'est que si dans votre vie vous voyez d'autres documentaires et d'autres reportages sur quelqu'un qui s'appelle Jean Houry, n'hésitez pas, c'est quelqu'un de très important. Donc moi, je vais passer la parole à mes collègues qui ont d'autres choses à dire. Nous avons le plaisir d'inviter Mathilde Standler, qui a fait un travail de recherche sur la psychologie institutionnelle et le cinéma. Je vais te laisser présenter. Eh bien, pour présenter le film, je dirais que la borne, le lieu où ça se passe, c'est une clinique psychiatrique qui s'est ouverte en 1953. Et ben, depuis le début, depuis 1953, le cinéma fait un peu partie des murs. Donc, il y a plein de films de fous qui sont réalisés. Là, on va voir un film sur les fous. Et ben voilà, on en discutera après. Moi, je trouve qu'il est super. Donc voilà. On goûte le calme et le silence du Dieu avec un verre Dieu. Nous sommes accueillis par les oies, comme les oies du Capitole. Dès qu'elles sentent une présence, elles le manifestent. C'est comme ça que ça se dit un laboratoire. Je sais pas, je pensais que c'était son laboratoire où il écrivait des bouquins, il faisait des recherches. Je sais pas, il y a une pièce où
film, je suis jamais rentrée dedans. Il y a des bouquins, il y a des livres, plein de livres. Non, pas souvent le château. Devant l'entrée principale du château. Il y a tout le 7h32, les tables vont être mises. Il y aura quelqu'un qui fera le service de table et qui sonnera cette cloche-là. Pour avertir tous les pensionnaires que c'est l'heure de manger. J'ai trouvé que la temporalité, les scènes étaient probablement volontairement assez longues. Et je me suis demandé si c'était quelque chose pour montrer toute la temporalité aussi du soin et de tout ce qui est ce SAM, tout ce qui est cette rythmique de la semaine. Est-ce que c'était volontaire de faire des plans assez longs? Quand tu parles de la temporalité, c'est aussi un film qui se fait sur du très long terme. Enfin, il y a aussi les plans longs et une esthétique très, très longue. Mais c'est un film qui se fait sur 2 ans, en tout cas, la tournée 2 ans, la montée 1 an. Et elle a passé 6 mois à tourner en tout et pour tout son film. Enfin, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, avec une équipe extrêmement réduite où il y avait un preneur de son et elle à la caméra. Donc voilà. Et je pense que le fait qu'elle prenne le temps de laisser aussi à des gens qui n'ont pas forcément la parole facile, qui ont besoin de temps pour s'exprimer ou qui s'expriment par autre chose que les paroles. Je pense que ça passe aussi par le fait de ralentir un peu le rythme. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le milieu de la psychiatrie, l'éducation spécialisée, rien de tout ça. Je suis instite, donc j'ai entendu parler, enfin, c'est pas que j'ai entendu parler, j'ai lu et j'adore la pédagogie institutionnelle. Je crois que c'est le frère de Jean-Marie Fernandez. Et je constate dans l'école que je ne sais pas quel impact ça... Je n'ai pas l'impression que c'est un gros impact et je trouve ça vraiment dommage. Et je voudrais savoir dans le milieu psychiatrique quel impact, quelle valeur ça a, cette expérience-là. Est-ce que c'est relayé par les institutions? Est-ce que ça fait valeur d'exemple, d'apprentissage nouveau? Est-ce que ça a remis en question des choses? Je suis étudiante éducatrice et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps là-bas et il y a quand même, c'est évidemment minoritaire et voilà, enfin tous les instituts ne sont pas comme ça, mais évidemment que ça existe, enfin, un peu partout et qu'il y a des gens qui le font vivre et enfin il y a des lieux après il faut toujours se battre. Enfin, maintenant, la board, c'est plus la même chose que quand Jean-Louis était là aussi. Parce qu'il y a toute l'institution, tout ce enfin, l'ARS qui vient et qui met des normes, et qui interdit que telle chose soit à la cuisine, qu'à la cuisine il faut faire comme ci, comme ça. Donc ils attendaient un petit peu le décès de Jean-Louis pour remettre de l'ordre. Voilà. Aujourd'hui, ça a pris un peu plus de temps qu'à l'hôpital, mais le médico-social prend, c'est-à-dire les établissements médico-sociaux de tous autres, prennent de plein fouet quand même tout ce que l'État et le gouvernement a concocté finement. Et donc, je crois qu'on peut parler quand même vraiment d'un écrasement. Même les gens qui croyaient pouvoir qu'il existait une négociation entre le travail, entre l'établissement et l'institution, puisqu'en psychothérapie institutionnelle, on fait une grande distinction entre les deux. Aujourd'hui, certains disent, mais l'établissement, dans peu de temps, ne va plus exister. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de descente directe depuis l'HAS, depuis les ARS, qui donne tout ce qui édicte tout ce qu'il y a à faire.
Et donc plus personne après ne peut créer ou inventer quoi que ce soit. Alors que moi j'essaye de me maintenir dans ce système dont je suis sorti, je suis retraité aujourd'hui. Depuis un moment je m'occupe plus que ça même d'une association culturelle référée à ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. Les associations culturelles, ça remonte aux premières années de l'hôpital Saint-Alban. Bon, alors j'essaye de ne pas faire trop de passéisme et de m'accrocher sur des moments que certains ont cru idylliques, alors que ça n'était pas du tout le cas. On pourrait parler longtemps des conditions d'existence des débuts de la psychothérapie institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que la psychiatrie institutionnelle? C'est la psychothérapie, pas la psychiatrie, mais la psychothérapie. Voilà, c'est un nom qui veut pas dire grand-chose. Et c'est justement enfin, qui veut dire aussi beaucoup de choses, qui veut dire soigner l'institution avant de soigner les patients. Mais c'est aussi une remise en cause tout le temps et perpétuelle de quelque chose. C'est jamais quelque chose de figé. Et je pense qu'ils ont un peu choisi ce nom parce qu'il y avait il y a eu une acceptation de chaque terme. Psychothérapie ou institutionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en construction constante. Enfin, c'est ce que j'en entends en étant extérieur aussi au domaine du soin. L'institution, c'est qui? C'est les soignants? C'est justement, enfin, de ce que j'en ai compris encore une fois, c'est qu'il n'y a plus enfin, on essaye d'abolir, même si elle existe toujours, cette distinction entre soignant et soigné. On dit plus payant et payé. Enfin, oui, c'est à l'abord. Oui, mais en tout cas, à l'abord, voilà, on essaye de. Parce que tout le monde est soignant pour. Enfin, un individu qui vient, quel qu'il soit, quoi, pour quelque bonne raison ou mauvaise, il vient à la clinique, et soignant ou non soignant. Donc, même s'il est patient ou qu'il est psychiatre émérite, enfin, voilà, il y a une absence de distinction qui est voulue, qui ne fonctionne évidemment pas toujours parce qu'il y a quand même une frontière, mais qui est là, ouais. Sur le film qui est présenté tout à l'heure, d'Anaël Godard, que j'ai eu la chance, le plaisir d'accueillir justement à Auch il y a, je sais pas, 2 mois à peu près. C'est vraiment un très beau film que nous avons passé plusieurs fois. Et elle est venue avec 2 soignants de la clinique de la Borde et ça a été un super débat et une ouverture, je crois aussi, pour pas mal de personnes du public, qui n'étaient pas forcément des gens de métier. Je pense que ces films actuellement, enfin, il y en a quand même beaucoup. C'est pas que parce que c'est en numérique et donc c'est plus simple de faire des films. Je pense aussi qu'il y a une raison, c'est que c'est des films de résistance et il y a un besoin de plus en plus pressant à montrer qu'une autre forme de soin est possible. Et enfin, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de films comme ça, témoignages qui sortent sur les écrans, enfin un petit peu sur certains écrans. Donc, voilà. Disons que c'est une séance donc cet après-midi qui est vraiment sur les mots, sur la parole. Donc la Colifata, c'est une radio, donc c'est plus une radio très ancienne, enfin, qui date de pas mal de temps là à Buenos Aires, mais il y a souvent dans les centres psychiatriques, on a vu qu'il y avait souvent des ateliers autour de la radio, autour des mots, en tout cas autour de la parole, quelque chose qu'on retrouve de manière fréquente. Nous, dans les films voilà, qu'on a essayé de chercher pour cette sélection. Tal vez se perdió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. En tus ojos de azúcar quemada guardaban distancias doradas al sol.
y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Hier, il y avait Folie Sophie, donc Folie Sophie à l'hôpital du Borda à Buenos Aires. Et donc hier matin, je disais que Alfredo Oliveira, qui a monté la radio Colifata, travaille dans le service. Et en fait, on était en train de réfléchir là dans le service à, au fond, quelle est la modalité de pouvoir actuellement. Et on disait souvent, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Ce qu'on voit dans nos institutions de soins, dans nos établissements, c'est que le pouvoir maintenant il est en ligne verticale, comme tu as dit, la haute autorité de santé, le ministère, les agences régionales, les directeurs, etc. Donc ça tombe comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un moment pyramidal du pouvoir où il y avait des contre-pouvoirs à chaque échelon de la pyramide, à un moment où le pouvoir est comme dans les tours de la défense, là, directement tout droit. Et du coup, la question c'est comment penser... alors, on n'emploie plus du coup là avec les copains là, le terme de contre-pouvoir qui est quand même assez référé à hégémonie, contre-hégémonie et puis à tout ce moment-là. Mais pour prendre acte du fait que les établissements eux-mêmes sont détruits, c'est-à-dire que ce soit les établissements de culture, les établissements de santé, les établissements, enfin tous les établissements publics, au fond, l'institué est en train d'être détruit par l'État. It's no machine around. You mustn't be silly. Nothing is going to kill you. Nothing is going to happen to you. You mustn't be silly. Keep that advice to yourself. The reason she didn't get out, she's too bloody weak. That's her problem. She respected her parents. And you call that weakness, don't you? Oh, Mum. Can't spend the rest of our life just trying to please you and him, can we? I'll pick up a man this minute. A tramp, anybody, a man on the street. She, you little bloody coward. You bloody back! And it's a different type of treatment. Our first objective is to get the people in Janice's condition out of hospital and back to normal life. Vous avez vu peut-être Family Life hier, l'institué était fort. Mais maintenant, comment mettre en place des logiques instituantes, c'est-à-dire qui altèrent, qui essayent de subvertir l'institué au moment où on détruit l'institué. C'est compliqué ça comme truc à penser. Et du coup, on s'est dit, nous, au fond, c'est pas la question du contre-pouvoir qu'on va essayer de penser, c'est la question du pouvoir altératif. C'est-à-dire comment on peut altérer suffisamment l'institué pour que de l'instituant émerge, mais comment aussi il faut que soutenir dans une certaine mesure l'institué. Ce que je vous ai dit là, sur le fait que l'hôpital psychiatrique est détruit. Alors si on ne prend pas acte du fait que oui, il est en cours de destruction et que si on renforce cette destruction par une destruction créative, vivante de notre part, on va quand même renforcer le mouvement de l'État, de la société, de ce que vous voulez. Du coup, il faut qu'on arrive à trouver d'autres formes de liens entre et d'autres formes d'organisation de ces liens. Et je crois que là, il y a ce qui se passe avec les patients, il y a ce qui se passe avec tout le champ de la culture. Par exemple, là, moi où je travaille, un de nos partenaires, on peut dire d'accueil inconditionnel pour les patients, c'est le théâtre du coin. Et donc les gens qui dirigent le théâtre et les dames d'accueil du théâtre, elles vont avoir un rôle extrêmement important pour les patients qui vont venir au théâtre passer leur journée parce qu'il y a des ordinateurs à disposition. Donc comment on aménage d'autres circulations avec d'autres espaces, d'autres lieux, et comment on essaye de penser ces altérations, mais qui sont pas du côté uniquement de la destruction. Alors ça, c'est un truc, je pense qui peut rayonner dans nos différents champs. Obscuriosité. Attitude à rechercher la lumière au milieu des ténèbres. Freudonné, chanter à mi-voix en laissant s'exprimer son subconscient. Nirvanalyse. Aboutissement du processus psychanalytique où le patient parvient
contemplation, sereine de son ego. Énergie! Force de répulsion! Ignominiser. Évoquer une tragédie historique en la qualifiant de point de détail. Thérapeute. Médecin qui soigne les écarts de conduite. Bon, bravo pour cet atelier. Comment ça s'est passé? D'abord un atelier d'écriture très long, parce qu'il faut arriver à trouver ces mots, arriver à former ces mots valises, ces néologismes, et surtout arriver à écrire une définition qui tienne la route et qui ressemblerait à celle d'un dictionnaire. Évidemment, il faut un travail de longue haleine. Donc un atelier d'écriture de 2 ans, avec à fréquence régulière et hebdomadaire, donc qui a eu lieu au centre Antonin Artaud, mais plus précisément dans un lieu qui s'appelle le GEM de la Locomotive, groupe d'entraide mutuelle. Donc c'est un lieu qui est en dehors du circuit clinique, hospitalier. C'est un lieu qui est investi d'abord et avant tout par les patients qui se forment en association. Et donc moi, je suis venu comme intervenant à prendre énormément de plaisir, à essayer avec eux tout simplement de se réapproprier les mots, d'essayer les mots qui peuvent blesser, les mots qui choquent, les mots qui dérangent, la langue de bois, les discours politiques, toutes ces choses-là, pour arriver non seulement à se les réapproprier, mais à les détourner et réellement à créer un inventaire, un lexique qui tienne la route et que l'on puisse partager à d'autres. Donc là, au début, ça a été une aventure scénique, puisqu'on a présenté ces mots sous la forme d'une pièce de théâtre à Paris et à Reims, avec un percussionniste à Paris. Et puis ensuite, on s'est dit qu'il fallait quand même en faire une vidéo, tout simplement pour que ça circule. Donc grâce aux réseaux sociaux, cette vidéo, elle est vue et continue depuis 2013 quand même. C'est une aventure qui date déjà un peu, mais qui continue en permanence, et on a des retours très enthousiastes comme ce soir. Et puis aussi, ce qui est intéressant, des professionnels du secteur médico-social, de la psychiatrie, qui utilisent ces mots maintenant dans leur quotidien, et puis pour s'affranchir justement du jargon dans lequel ils sont enfermés en fait. Et donc le choix pour cette vidéo, c'était que chacun puisse s'emparer des mots des uns et des autres, mais qu'il n'y ait pas de distinction. Ce ne sont pas les auteurs des mots qui lisent leurs mots et leurs trouvailles, leurs définitions, quelque chose comme ça qui soit transversal, qui circule, et aussi de ne pas faire la distinction nécessairement entre les patients et les soignants. Donc là, vous voyez, il y a un peu de tout. Et voilà, c'est le propre de cette aventure, c'est d'essayer de balayer cette distinction entre eux, à travers cette aventure. Moi, je suis Sébastien, je suis le président du GEM La Locomotive à Reims, et cette expérience était vraiment géniale. On s'est vraiment éclaté à écrire tous ces néologismes, tous ces nouveaux mots. Et puis le tournage s'est fait un peu à l'arrache. Voilà, c'était vraiment éclatant, on peut le dire. Je ne sais pas si je pourrais inventer un nouveau mot, mais en tout cas, c'était vraiment super. J'ai qu'un mot à dire, c'est quand est-ce qu'on recommence. On espère surtout que ça puisse donner des idées à d'autres. Parce que c'est surtout ça que nous, on est un peu le village gaulois qui résiste aux envahisseurs, les envahisseurs sémantiques, linguistiques, de montrer qu'on a cette possibilité-là quand même un peu de se rassembler, de réfléchir et d'essayer de s'amuser. Mais aussi, bon, c'est pas seulement s'amuser, comme vous voyez, les mots sont quand même très critiques, caustiques, et de faire passer donc un certain nombre de messages à travers eux. J'ai une idée, peut-être que le monsieur, là, c'est peut-être un coup vidéaste, un mec qui regarde les vidéos en buvant un coup. Merci. On peut boire un coup après, on peut se retrouver après. Merci. Quelle est la place du cinéma dans les pratiques de la psychothérapie institutionnelle? C'est quelque chose, en tout cas, à la Borde qui est extrêmement important, qui a toujours été là.
et qui a en fait depuis 1953, il est passé un peu par tous les stades techniques, donc tout ce que ça implique aussi. C'est au départ il y avait la pellicule, donc un matériel beaucoup plus lourd, beaucoup moins maniable, beaucoup moins prêtable. Et puis il y a eu l'analogique, la vidéo, dans les années 70 qui a commencé, donc là c'était beaucoup plus partageable, mais ça restait quand même moins démocratique qu'aujourd'hui, où on filme avec tout, et où ça a aussi un petit côté angoissant, c'est que n'importe quoi peut terminer, son image peut se retrouver sur Internet très, très rapidement, ce qui est... Enfin, il faut être extrêmement vigilant à ça, quoi. C'est que c'est pas rien de se faire filmer, et voilà. Et que le cinéma, c'est aussi... évidemment, il y a faire des films, mais il y a aussi tout un tas de choses qui existent. Et, enfin, regarder des films, c'est aussi faire du cinéma. C'est ou en parler ou simplement le détester. Enfin, c'est une porte d'entrée, de contact un peu comme n'importe laquelle en fait. Enfin, c'est un moyen, un vecteur comme un autre, comme toilette, la cuisine. Enfin, voilà, pour moi, le cinéma est extrêmement important à bord et continue à vivre. Parce qu'il y a des moniteurs, des gens, des cinéastes qui ont été hospitalisés, etc., qui font vivre à des moments des expériences filmiques ou non filmiques. Mais voilà. Donc, bienvenue pour la suite de cette programmation autour de Atelier. Cet après-midi, on continue à explorer le centre Artaud. Pour ceux qui ont été à la séance d'avant, on a vu le court-métrage Arista Mexican de Mathieu Bellius. Et là, on propose le film Nous les Intranquilles, qui résulte d'un travail collectif, l'atelier vidéo, Nicolas Poussin. Et tout le dire à la base, c'était de faire un travail collectif, c'est ça? C'est un film collectif, donc je suis tout seul à le représenter parce que ça sert peut-être à rien au début d'être 15, mais tout à l'heure, on va... pour la discussion, il y aura les autres co-réalisateurs qui sont là, qui vont pouvoir discuter avec vous. Et voilà, bonne projection. Très bien. Pour le centre Artaud, parce qu'on a un jardin qui est pas loin et on travaille chaque année. Et là, le monsieur fait un film de nos activités. Parce que là, on a des problèmes mentaux et il présente notre centre à tout le monde dans la pédagogie. Ce soir va bien? C'est pas maintenant aussi, hein.
Pas encore maintenant. On n'a pas fini encore, le montage. Il y avait ce trou noir, ce bruit blanc envahissant qui nous rendait intranquilles. Et la question qui revenait en boucle. Un autre monde est-il possible? Je suis autre, tout comme chacun, car qui est comme les autres? C'est vous qui avez les yeux, c'est moi. Nous sommes tous autres. Je suis miroir. La folie des autres, c'est sa propre folie qu'on ne veut pas voir. Nous sommes miroirs. Je suis intranquille, sans remède, ici entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous sommes... Alors, on a la chance d'avoir fait ce film complètement hors cadre, contrairement à ce que peut laisser penser le carton final. On voit toutes les institutions qui ont pu financer ce film. Moi, j'arrive avec cette idée de film sans nécessité d'écrire un dossier, les choses sont très ouvertes a priori. Il n'y a pas d'atelier, comme tu disais au départ. Il se trouve qu'à un moment, on a eu besoin de former un atelier, mais le désir de film préexiste à cet atelier. Et c'est ça peut-être qui était un petit peu perturbant pour tout le monde, c'est que j'avais aucune attente, aucun a priori sur ce que devait être le film, sinon que ça devait être un film collectif. Donc ça fait très peu. Comment, à partir de cette idée abstraite et personnelle, on arrive à quelque chose qui est collectif? Moi, je commence à filmer, tout seul. J'ai besoin de coups de main, donc les gens m'aident, ou pour me faire aller d'un endroit à un autre, ou bien pour faire le son, ou bien pour m'aider à porter le trépied, ou pour cadrer. Donc au début, c'est des apports qui sont assez techniques. Et puis petit à petit, comme l'idée, c'est quand même de tendre la caméra pour que ce soit un point de vue partagé, petit à petit, on met des ateliers en place, mais plutôt pour avoir une sorte de cadre repérable pour les gens, pour qu'ils puissent venir au film. Et là, on se voit 2 heures par semaine, ce qui est très peu par rapport à tout le travail qui est effectué, parce qu'en fait, on travaille 7 jours, 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Le film se fait tout le temps. Disons qu'on a quand même ces 2 heures identifiées dans la semaine qui permettent aux gens de se raccrocher un petit peu au projet. Ça, c'est un peu la manière qu'on a eu de faire pendant les 3 premiers mois de tournage, qui ont donné lieu à l'essentiel des images qui ont été tournées. Et ensuite, pendant les 3 années qui ont suivi, il y a eu un aller-retour entre la table de montage et la petite salle qu'on voit, dans laquelle on regarde les images sur un ordinateur, qu'on commente, qu'on discute, des tournages, et puis de nouveau retour à la table de montage. Je voudrais juste ajouter que je suis très heureux que nous ayons été invités autour de ce film avec Nicolas Contant et Centre Antonin Artaud, parce que justement, un festival qui s'appelle Résistance, Cinéma Résistance, ça tombe bien, parce que nous aussi, on est obligé de résister. On a parfois des pressions aussi par la Haute Autorité de Santé, qui voudrait bien que la psychothérapie institutionnelle disparaisse. Et nous, on est aussi dans une logique de combat, comme beaucoup de personnes en France actuellement, parce que je trouve que le gouvernement va un peu loin dans ses réformes. J'aimerais bien qu'il se reporte un peu à gauche, parce qu'il dérive un peu à droite. Et moi, j'aimerais beaucoup que des lieux comme le vôtre, qui accueillent des films de ce style, puissent inciter les personnes qui voient ce film à se dire tout n'est pas joué, tout est encore possible. Peut-être dans le débat on parlera
des formes émergentes au fond pour se relier autrement. Là, il y a eu plusieurs choses qui sont passées dans les années précédentes, à la fois des rassemblements assez inédits entre patients, soignants, citoyens, familles, etc. Là, il y avait eu MAPSI hier qui a beaucoup soutenu la Nous les Intranquilles. Il y avait les gens du MAPSI et du Centre Artaud. Voilà, toutes ces formes-là, elles ont concouru à créer, on en a un peu parlé hier, le truc, le terrain de rassemblement pour l'utilité des clubs thérapeutiques notamment, qui est ce fonctionnement qui pense autrement la hiérarchie, c'est-à-dire qui essaye de limiter les effets de la hiérarchie administrative pour que ce soit la hiérarchie subjective qui prime, quoi. Il y a la fonction, mais surtout la personne qui va avoir affaire, aussi bien le soignant qui va avoir affaire à un patient qu'un patient qui va avoir affaire à un soignant. C'est de la réciprocité. La question de coter un acte, c'est facile de coter finalement un acte de soin, moi ça vaut tant, voilà. C'est plus compliqué de s'engager personnellement en tant que soignant, en tant que patient, parce que les patients s'engagent énormément auprès des soignants et puis auprès de leurs collègues, on va dire, et que voilà, ça demande beaucoup plus d'efforts intellectuels, beaucoup plus de capacité d'invention. La notion d'équipe, elle est vachement importante, parce que moi j'ai toujours vécu cette équipe, ou chaque membre de cette équipe, comme une interface me permettant de pouvoir négocier ou communiquer avec l'institution. Et ce sera souvent cette interface qui aura fait le lien au travers soit de la réunion institutionnelle ou je sais pas trop, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire ? La frontière, c'est un bord, mais vous aussi, vous tenez aussi sur ce bord-là de la frontière, parce que moi aussi je peux dire ça de vous. Vous êtes aussi une interface pour moi dans ce monde qui parfois m'échappe, mais aussi qui parfois m'est plus commun, et je me dis que nous on est peut-être sur le bord de l'institution, mais vous aussi, cette frontière mouvante, c'est une frontière où il n'y a pas un pays, elle est mouvante. Ouais, voilà, exactement. Des fois je me dis je vais faire ça, et il y a toujours autre chose à faire. Il y a toujours quelque chose d'autre, une discussion. Il ne peut pas y avoir de protocole. Voilà. Et donc, s'il y a un protocole, il n'y a plus de mouvance, il n'y a plus de vie, et on dévitalise nos relations, voilà. Et la frontière ne sera plus mouvante, elle sera fixe. Et le jour où la frontière sera fixe, ça n'ira pas. Non. Moi, je pars en navigation tous les matins vers des paysages qui ne sont pas connus à l'avance, heureusement, et c'est ça qui fait que je suis encore là au bout de tant d'années. Et si je partais au boulot en sachant que, voilà, mon paysage est fixé d'avance, ma frontière elle est là, mon chef il est là, je vais faire ma salle de soins et je vais faire mon petit atelier écriture pour passer le temps. On est dans du petit geste. Alors après on va dire, c'est ça votre métier. Un petit geste singulier, inventif, où rien n'est fixé d'avance. Et voilà, c'est ça qui fait aussi que tous ces petits gestes font qu'il y a du quotidien qui se tienne, qu'on prend soin les uns des autres, que de vos amis vous prenez soin, de mes collègues je prends soin, mais je prends soin ou on prend soin de moi, voilà, et que ces petits gestes précaires font que l'humanité entre nous lie, voilà, avec ses hauts, ses bas, mais nous lie. Que le petit geste puisse être permis, ça paraît farfelu, mais moi ça me paraît essentiel dans ce qui nous lie les uns les autres, et dans ma part obscure, parce que les soignants aussi ont des parts obscures, nos parts plus lumineuses, nos moments de bas, nos moments de haut, voilà. Et c'est ça qui fait qu'il y a un soin et qu'il y a de l'humanité dans le soin. Si un jour on nous dit les petits gestes, ça rapporte pas assez, même si vous cumulez plein de petits gestes, ça rapporte pas assez, là on pourra tout de même se dire que bon... il y a le feu à la maison, comme disait l'autre. Moi, je sais qu'il y a un geste, de temps en temps, la personne, ça change une personne. Des fois, ce geste-là, on va le répéter. On va le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais la personne, sur le moment, elle va se dire « Ah, c'est vrai, ce geste-là, il m'a aidé. »
C'est un documentaire, mais en fait, nous, dans le cadre de la psychothérapie institutionnelle, je ne sais pas si vous êtes patient, ou même malade, ou simplement spectateur, Bactude, c'est toujours avec un public qui est dans ce cadre-là que moi j'ai eu l'habitude de prendre la parole. C'est pour dire que vous voyez que nous, c'est agréable, c'est bien, c'est une bonne entente. Ça a été construit depuis quand, professeur, le début de ce parcours, 85. C'est des soignants qui sont mis ensemble en 85 et ont vraiment fait arriver les soins et nous retenir, nous stabiliser, et même nous rendre heureux et plus seuls pour certains, ou par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre à voir, c'est vraiment, quand on regarde bien, avec un œil intuitif, ça a un an avec le soin, on ne connaît pas les soignants, on ne connaît pas les infirmières, on ne connaît pas les médicaments. C'est un peu un film de folie où on regarde, on n'est pas dans l'atmosphère, mais c'est des critères d'ici à dominer, ou je ne sais pas si sont dominés comme allure de texture par rapport au film. Mais bon, il est assez plaisant, j'espère que vous avez plaisir à l'avoir regardé et je vous remercie. Il existe bien évidemment d'autres lieux en France. On n'est pas heureusement les seuls à avoir un mode de soins, on va dire, humaniste et de proposer un accueil. Il y a plusieurs endroits. Alors effectivement, ce que vous a raconté, c'est que on rencontre régulièrement par le biais de réunions du truc d'autres clubs thérapeutiques qui fonctionnent dans toute la France, d'autres institutions. Seulement, quand même, le constat est unanime, c'est qu'en fait, il y a une dégradation quand même de la situation psychiatrique actuellement. On a parlé, vous parlez d'enfermement, vous parlez de contention, il y a plein de choses qui existent. Vous connaissez sans doute notre ancienne maire de Reims, Adeline Hazan, qui est aujourd'hui rapporteuse des lieux de privation, et qui a fait plusieurs rapports sur des hôpitaux psychiatriques français en montrant effectivement la maltraitance manifeste de plein d'endroits en France. Et ça, aujourd'hui, on a la chance que ça peut être dénoncé. Ça ne veut pas dire que les choses changent du jour au lendemain, de toute façon, mais quand même, aujourd'hui, on en entend un petit peu parler. Quand le matin on passait la visite, l'interne passait la visite le matin, il parcourait les dortoirs, et les dortoirs sentaient le cadavre. Le matin, ça sentait le cadavre dans ces dortoirs-ci. Et je me souviens en particulier de cette image très forte, et je crois bien que c'était là exactement, ou dans la place analogue dans un autre dortoir, mais où est mort, en pesant 38 kilos, un homme qui en pesait plus de 100 en entrant. Là. On ne peut pas venir ici sans que cette image forte ressuscite. Il mourait, enfin, je vous dis, ça sent le cadavre, on le disait comme ça, ce n'est pas une image métaphorique, c'était vrai. Et alors, l'oubli, entre guillemets, de ces réalités, est enfin, disons, autant cette réalité était un des principaux moteurs de notre action, autant son oubli continue à faire le moteur de persévérer dans cette action. Comment peut-on, quand, disons, nous avons témoigné à maintes reprises que la pathologie concentrationnaire, nous connaissons, quand ils sont revenus avec leur pyjama rayé du camp de concentration et amaigris comme l'homme dont je parlais là, qui est mort à 38 kilos, nous avons dit, mais la pathologie concentrationnaire, nous la connaissons. Les patients qui, dans l'inanition, souvent se gonflaient. Ils se gonflaient d'eau. Et alors, on appelait ça les édèmes de carence. Ça avait un nom médical. Ils étaient frappés d'édèmes de carence. Par la carence alimentaire, ils se gonflaient d'eau. Et après, quand on passait la visite, comme ça, on disait, ils se vident. Et ils se vidaient. Les édèmes se vidaient et ils mouraient au comble de la cachexie. Ici, il y avait une ferme avec des hectares de blé, des élevages, et les gens mouraient de faim. Comment vous l'expliquez? Et voilà. C'est un des aspects les plus sinistres à la fois de la tragédie asilaire. Comment un truc pareil a-t-il pu être possible? Et deuxièmement, comment cette dimension des choses est certainement celle qui a été le plus écrasée dans toutes les recherches. Personne n'a osé dire des choses pareilles. Max Lafon a réussi
a trouvé quelques traces au Vinatier, à côté de Lyon. Et alors c'était tout à fait extraordinaire, parce que c'est le motif bureaucratique qu'il a entendu là-dedans, c'est que la ferme était départementale. Donc les produits de la ferme, ce n'étaient pas les biens des fous, c'était les biens du département. Enfin, des insanités de ce genre. Mais quand on pose des questions de ce genre, on n'obtient que des réponses bêtes et méchantes. Vous avez entendu parler du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Uri disait que ça n'existait pas, c'est juste effectivement une question de posture aussi. Mais quand même, ce mouvement est né pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand même, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce moment que je n'ai pas vécu, je ne suis quand même pas tout jeune, mais je ne suis pas si vieux que ça, c'est quand même qu'à ce moment-là, en France, il y a plus de 40 000 personnes qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques qui sont mortes de faim. C'est pour rebondir sur cette question-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait l'invasion allemande, parce que les gens étaient préoccupés, et qu'à un moment, on a oublié de s'occuper des personnes qui étaient dans les hôpitaux psychiatriques à cette époque-là, qui étaient quand même des lieux asilaires, où il ne se passait pas grand-chose. Et malgré tout, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était ce mouvement qui est né à Saint-Alban, où effectivement un psychiatre, c'est une conjonction d'événements qui a fait que quelqu'un s'est mis pour la première fois à être avec les patients, à se cacher et à créer des choses ensemble qui ont permis pendant 30 ans qu'on travaille autrement. C'est ce qui s'appelait, je ne sais pas s'il y a des professionnels ici, mais ça s'appelait le secteur, avec effectivement une proximité des soins pour chacun. Alors ça, c'est aujourd'hui en train de se détruire au fil des gouvernements. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien quand il parle du gouvernement de gauche, en disant que je suis aussi, j'ai le cœur à gauche, mais je ne suis pas du tout dans la politique, de cette politique-là, parce que la gauche a aussi énormément détruit le soin. Donc je crois qu'il faut dépasser ce clivage, y compris politique, c'est d'un autre niveau. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'humanitaire. Voilà. Et ce festival est particulièrement humanitaire. Les espaces, on peut dire, d'éducation populaire ou de comment. Moi, alors, je pense absolument mettre en question l'imaginaire de l'expertise. Là, hier soir, quand on a dit, il y a des experts dans la salle. C'est une saloperie complète, ce truc-là. Justement, je pense, il faut arrêter avec ces histoires d'experts. Nous, ce qu'on voit dans les champs professionnels, alors, c'est comment, localement, on peut instituer des marges de manœuvre. C'est plus facile localement. La question, c'est l'articulation entre le micropolitique et le macropolitique. C'est celle-là qu'on n'arrive pas en ce moment. C'est pour les 50 ans à venir. L'idéologie ne suffit pas à transformer le macropolitique. On voit bien, les grèves, ça marche plus, sauf sur des formes très locales. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est bien. Ça montre aussi comment du collectif crée une modification du rapport au monde. Mais je crois qu'il faut vraiment mettre en question, altérer ce pouvoir qui vient d'en haut, là. Mais ça commence par comment l'altérer très localement, de manière très infinitésimale, on va dire, et comment, à partir de là, on va instituer la société très localement et la société plus générale, pour ne pas faire de la pub pour une banque, comment on va pouvoir l'instituer un petit peu différemment, quoi. Ce que vous avez vu, filmé par Nicolas, cette assemblée générale dans la salle d'accueil, avec des soignants et des soignés. Moi, je m'appelle comme ça, j'espère que je choque personne en disant ça, soignants soignés, où on discute tous ensemble de la question du quotidien. Le quotidien, c'est pas que notre vie quotidienne, c'est aussi ces enjeux politiques et ces enjeux de résistance et ces manifestations dans lesquelles on a tous été partie prenante. Je vais dire à notre corps défendant, c'est pas quelque chose qu'on a pensé au départ. Effectivement, on peut remercier Sarkozy par rapport à ça, parce qu'il nous a poussé à, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu au départ d'aller manifester, au départ sur la place de Reims, devant la mairie, avec des banderoles, vous avez pu lire, nous sommes tous des schizophrènes dangereux. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas évident non plus à porter, mais qui nous concerne tous. On peut tous, à un moment de notre vie, disjoncter. Et c'est ça qu'on a essayé de... Et je sais, ça s'est fait à ce moment-là, on s'est tous retrouvés sur la place publique tout ensemble, et c'était le début d'un mouvement. Je voudrais ici remercier Florence, qui elle-même était hospitalisée à l'âge de 20 ans, qui est suivie en psychiatrie depuis 25 ans. Et quand je lui ai dit, mais Florence, la Mad Pride, quel trajet tu imagines? Et elle m'a dit, on pourrait partir de l'hôpital de Sainte-Anne,
et arrivé effectivement à la mairie de Paris, l'hôpital de Sainte-Anne, où bon, les gens étaient effectivement dans le passé enfermés. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet qui veut vous parler, ce n'est pas le patient, ce n'est pas l'usager, c'est plutôt le citoyen engagé dans une association militante. On a participé à 3 Mad Pride à Paris. Depuis, on s'en est désolidarisé parce qu'on a trouvé que les autres associations, à part quelques-unes, étaient un peu trop, vous avez un peu trop phagocyté, notamment les communicants, en essayant de détourner un peu tout ce qu'on faisait. Là, ce que vous voyez dans le film, c'est la Mad Pride, je crois que c'est la première à laquelle on a participé. Et là, on était tous très remontés contre Nicolas Sarkozy. Donc on a manifesté, vous avez vu, il y avait de l'écoute, pas que d'écoute, sur les panneaux, où la science ne sait rien de la folie, parce qu'on était très remonté contre les neurosciences à l'époque. On est très remonté aussi contre le comportementalisme, parce qu'on estime que ça vient d'une forme de soin pour les animaux, et nous on n'est pas trop d'accord avec ça. On n'a pas très envie d'être dressés, on n'a pas très envie qu'on nous apprenne forcément comment nous comporter devant telle ou telle situation de manière automatisée. On n'est pas encore des animaux non plus, on est encore des êtres humains. Et moi je dois dire que s'il y a un jour il fallait retourner dans la rue pour défendre nos droits, je n'hésiterai pas. Quand Christophe dit on est tous résistants à notre manière, on doit résister des petits moments, ça s'articule avec, en parallèle, des manifs, des mobilisations contre les lois, du militantisme actif en allant dans les facs, et les deux se tiennent l'un l'autre. L'un ne suffit pas sans l'autre. Je veux juste rappeler quand même que si on est là aujourd'hui, c'est grâce effectivement à une invitation de ce festival qu'on remercie. Je remercie, je pense au nom du collectif, d'être là, non pas parce qu'on est seulement content d'être là, c'est parce que ça nous a permis ensemble aussi de vivre un événement, c'est-à-dire ensemble de partir. Finalement, on a organisé un petit séjour thérapeutique dans la région, et ça a créé un événement. Et en fait, pour nous, à chaque fois, c'est comme ça qu'on considère le soin. Le soin, c'est une multitude de petits événements de la vie de tous les jours. Celui-ci, c'en est un joli, vraiment très très joli, avec des rencontres. On retrouve Nicolas, on retrouve des gens qu'on connaît, et on découvre des gens qu'on ne connaît pas. Et pour nous, c'est tout bonus de faire ça. Et ça permet de passer quelques jours ensemble dans un autre espace-temps, un autre espace-lieu. Ça crée du déplacement. Et ce qu'on essaie de travailler au quotidien, c'est cette question-là, la question du déplacement. C'est-à-dire qu'à la fois, on est des infirmiers, on ressemble à peu près à des infirmiers, mais en même temps, on se déplace toujours pour accueillir l'autre là où il est. Et ça, c'est difficile. Enfin, c'est difficile. Dans certains lieux, ça ne se fait pas. Oumoud parlait à sa façon de tout ce qui est aujourd'hui protocolaire, et des postures rigides. C'est pas que la police, ça existe aussi dans les milieux effectivement de soins. On a des collègues qui soient, il n'y a pas de catégorie, que ce soit infirmier, médecin ou psychologue, des gens qui sont très très raides dans leur position, et qu'il n'y a pas cette possibilité d'accueil de l'autre, parce que les gens se rempart, se défendent. Je pense qu'il y a deux logiques qu'il faut absolument articuler, qu'on a vraiment du mal, parce qu'on est de plus en plus clivé. C'est d'un côté, comment on fait pour être militant, citoyen, en dehors de nos lieux, et du coup, comment on peut tenir des positions assez fermes en dehors de nos lieux, mais comment, à l'intérieur de nos lieux, on est obligé de faire, au fond, des compromis et de scoltiner toutes les résistances du milieu, et de faire pas forcément ce qu'on veut, mais sinon on se met dans des positions sacrificielles. C'est-à-dire qu'il faut déjà se faire une petite bande, un collectif dans les lieux où on est, pour être un peu plus fort, pour soutenir, parce que le moment qu'on traverse est rude. Et en même temps, dans ce moment-là, il y a plein de créativités aussi nouvelles qui émergent. C'est ça qui est étonnant. Hier, il a été rappelé que les histoires de psychothérapie institutionnelle, ça commence pendant la guerre. Il y a les nazis, les mecs, ils planquent des gens, ils en tuent d'autres aussi, en même temps, à l'hôpital. Enfin bon, là, ça rigolait pas. Donc, on n'en est pas exactement là. Il y a peut-être d'autres formes, on n'est peut-être pas exactement là encore. Mais si on ne prend pas acte aussi que le pire peut aussi sécréter ça,
alors on est dans une sorte de... on est foutu, etc. Donc je crois qu'il faut prendre acte qu'on est dans un temps de catastrophe, mais que ce temps de catastrophe peut peut-être aussi produire des choses, et qu'il faut commencer là où on est, parce que les grands discours idéologiques qui sont de dire... Oui, faut avoir le souci de l'humain. D'accord, c'est vrai, mais ça ne suffit pas à transformer le réel, ce truc-là. C'est comment on scoltine la merde là où on est. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je vois, c'est quand on est dans toutes les instances, là que vous dites, que ce soit les instances, les directions des hôpitaux, ou avec l'agence régionale de santé, etc. Quand vous parlez directement des problèmes qui se posent sur le terrain, les gens sont perdus. Puisque si vous mettez en question aussi la langue de bois, parce que moi je sais leur faire les discours en novlangue, oui, il faut vraiment engager la qualité de vie, parce qu'à l'heure des gérontotechnologies, vous comprenez, le bien-être de l'ensemble des citoyens est une entité majeure pour eux. Alors, vous leur servez ce truc-là, et puis après vous pouvez caler des trucs, vous leur dites mais quand même, quand vous voyez quelqu'un, hier j'ai vu quelqu'un qui me disait ça, alors qu'est-ce qu'on lui dit? Et là, en fait, ils savent pas quoi faire. Et donc, il faut les prendre au pied des pratiques. Je crois que c'est ça aussi le truc tactique, quoi. Au pied des pratiques, il faut vraiment militer pour que ces pratiques soient visibles. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut qu'elles soient majoritaires. Toute la bande de la psychothérapie institutionnelle et compagnie, c'est des trucs hyper minoritaires qui, à un moment donné, ont pu justement dealer avec l'appareil d'État pour avoir des circulaires et puis pour devenir une politique publique. Par contre, on n'est pas tout puissant, hein, nous-mêmes. Là, vous voyez, on est un groupe ici, vivant. Vous avez vu que dans le film, il y a des gens qui ont disparu, certains aussi de façon plus ou moins brutale. On a aussi une pensée, je pense, pour les acteurs principaux du film, qui actuellement sont en grande difficulté, qui ont quitté notre soin, pour finalement aller se faire soigner ailleurs. C'est pas toujours, voilà, c'est ce qu'a dit Oumoud aussi, on montre une certaine image effectivement à un instant, les choses évoluent, bougent, c'est pas forcément un idéal en soi, c'est une façon de vivre ensemble, d'être ensemble, effectivement, et d'aborder le soin. Nous, on en est convaincus. Je voulais juste rajouter que aussi diffuser ce genre de film, parce qu'il y a des paroles que j'ai entendues, moi, que je trouve très fortes, enfin plusieurs, hein, mais avoir les moyens d'exister, favoriser l'expression des personnes en souffrance, c'est la solitude qui fait ça. En fait, la méconnaissance de la maladie isole ces gens-là qui, en fait, ne trouvent plus leur place et choisissent de partir. Et je pense que s'il y avait davantage de connaissance de tout ça, enfin, c'est le côté humain, moi je ne parle pas du côté médical, je parle du côté humain, de connaître, de reconnaître. Voilà, ça irait. Mais diffuser, voilà. Merci beaucoup. On est totalement étonnés, surpris et flattés de la carrière du film. Il faut dire que le film s'est fait avec les gens et qui se diffuse avec les gens, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des gens dans des salles qui sont singulièrement touchés par le film et qui connaissent un programmateur dans telle ou telle région que le film a circulé comme ça jusqu'à après une sortie nationale, qu'il a fait de la presse, qu'on en a parlé dans les grands médias. Et donc, si vous a touché, je vous invite à faire pareil, à porter la rumeur jusqu'à ce qu'un autre programmateur programme le film.